Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sciences et Culture. On est très heureux de vous retrouver pour une conférence hors du commun animée par l'amiral Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la Marine. Il est venu nous parler des enjeux de la Marine dans les relations internationales et notamment les conflits en cours. On espère que la vidéo vous plaira. Je vais commencer par vous présenter rapidement avant de vous laisser la parole sur le thème la Marine nationale dans les relations internationales. Donc vous êtes diplômé de l'école navale, mais également de l'IHEDN et puis du Collège interarmées de défense. Vous avez une grande expérience opérationnelle. On peut notamment citer l'opération Trident, l'opération Héraclès ou encore la célèbre opération Enduring Freedom. Vous avez vous avez dans cette expérience opérationnelle travaillé sur de nombreux bâtiments. On peut citer croiseurs porte-hélicoptères, contre-torpilleurs, frégates de surveillance, frégates anti-sous-marines, frégates anti-aériennes. Donc on est très heureux de vous recevoir ce soir avec cette expérience opérationnelle qui vous a permis de couvrir finalement une grande partie du spectre des conflits maritimes. Vous avez été aussi commandant de la force aéromaritime de réaction rapide pour l'OTAN, et puis entre autres sous-chef chargé des opérations à l'état-major des armées, et vous êtes chef d'état-major de la marine depuis 2023. Avant de vous céder la parole, je présente les associations qui organisent la conférence de ce soir, à commencer par l'AXIS, l'association des étudiants du master conflits et crises internationales de la Sorbonne, l'association Citoyens, l'association de conférences et de débats de l'ENS Ulm, et puis Sciences et Culture, notre chaîne partenaire sur laquelle vous pouvez retrouver nos conférences, comme celle de ce soir, mais aussi des entretiens et d'autres contenus. Et puis pour le déroulement de la conférence, vous allez d'abord dérouler votre présentation, puis je vous poserai une ou deux questions et on ouvrira les questions à la salle. Je tiens de nouveau, au nom des étudiants de la Sorbonne et de l'ENS, de vous remercier d'être présents ici ce soir, et je vous cède la parole sur le thème « La Marine nationale dans les relations internationales ». Très bien, merci infiniment de me recevoir. Je pense que c'est effectivement important que l'on puisse avoir cet échange sur la mer, les enjeux maritimes tels qu'on peut les voir. Alors traditionnellement, quand on vient voir une grande école, on se pose toujours la question, mais c'est quoi mon lien avec l'ENS, tout comme j'ai pu me le poser avec d'autres. Il y en a un premier qui est très sérieux, c'est celui que finalement il y a quand même pas mal d'étudiants de l'ENS qui vont servir la fonction publique après, et on se retrouve finalement dans ce service. Être au service de la nation, c'est quelque chose d'exigeant et de très fort, et donc bravo et félicitations à tous ceux qui prendront cet engagement. Le deuxième, c'est qu'il y a quand même deux grandes catégories, on va dire, à l'ENS. Il y a les lettreux puis les scienteux. Et il est vrai que les marins sont plutôt littéraires par rapport aux autres des autres armées. Donc ça, c'est une de nos caractéristiques. La deuxième, c'est qu'on est en fait tous scientifiques également. Et donc, on travaille sur des choses qui, là aussi, peuvent vous paraître assez intéressantes. Et notamment, en ce moment, on a des grandes études sur le gravimètre interférométrique à atomes froids, qui fait appel à pas mal d'études quantiques et qui, en fait, permet de mesurer la gravimétrie de manière extrêmement précise partout dans le monde. Et notamment, ça peut être embarqué sur nos unités, que ce soit sous-marin ou bateau. Et quand vous avez une carte de gravimétrie, et que vous avez un gravimètre à atomes froids, en fait, vous n'avez pas besoin de GPS pour vous localiser avec une précision extraordinaire. Et donc tout ça, c'est grâce aux chercheurs et grâce aux recherches qui ont été faites sur la gravimétrie, et c'est donc un lien complémentaire. En fait, on est extrêmement scientifique dans la marine, et on suit de très très près les ruptures technologiques pour pouvoir les embarquer avec nous et pour pouvoir gagner, entre guillemets, quelques points de vie. Mais je ne vais pas parler du gravimètre à atomes froids directement ce soir, même si vous pouvez me poser des questions là-dessus. Voilà, c'est précis à 10-9 G, pour être tout à fait clair. Mais je vais vous parler plutôt de la mer et des grands enjeux qu'on vit aujourd'hui, et la manière dont on s'organise, nous, mais un petit peu d'abord d'explication du volume maritime, avant de parler du contexte, finalement de l'action de la marine dans tout ça, et de comment je vois un peu les choses. On porte de fait beaucoup d'enjeux, et d'abord je voudrais dézoomer un petit peu sur les caractéristiques de la mer. La mer, c'est d'abord immense, fluide et hostile. Immense, la mer, on connaît 2% des fonds marins. On connaît moins bien la mer que la Lune aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. Le monde sous-marin est globalement complètement inexploré par rapport au reste de la surface terrestre, qui évidemment est connu complètement. Et ça, c'est la première caractéristique. C'est un monde inconnu.
La deuxième, c'est qu'il y a une tyrannie des distances. C'est loin, c'est toujours loin quand on part en mer. Grosso modo, quand vous allez chercher un container à Shanghai, c'est plus d'1 mois pour le ramener au Havre. Ça, c'est une réalité. En revanche, c'est un espace unique et c'est un océan mondial. On dit toujours qu'il y a plein d'océans. En fait, il n'y en a qu'un. Vous pouvez aller de Dunkerque à Hanoï sans frontières. Si vous passez par la terre, vous aurez 14 frontières. Par la mer, vous n'avez pas de frontières. Il n'y a pas de mur au large des eaux territoriales, il n'y a pas de mur au large des zones économiques exclusives. Vous êtes dans un espace commun. Les espaces communs sont traditionnellement cités comme étant l'espace cyber, le spatial et le maritime. Le maritime, très clairement, est un espace commun dans lequel tout le monde peut travailler, naviguer, qui est soumis à des réglementations internationales, mais qui sont difficiles à faire respecter. Vous pouvez faire respecter votre souveraineté à terre, et c'est assez facile. En mer, il faut être présent, et ce n'est pas quelque chose de très simple. Et donc c'est quelque chose qui, évidemment, me revient pour une bonne partie. La mer, c'est aussi relativement transparent au sens où vous ne pouvez pas vous cacher en mer, surtout quand vous êtes en surface. C'est-à-dire qu'un bateau qui navigue, en fait, avec une image satellite, vous pouvez le repérer. En revanche, quand vous passez sous le dioptre, il y a une rupture physique. Et là, aller trouver un sous-marin sous la mer, eh ben, c'est quelque chose de quasi impossible, sauf avec des sonars ou avec une expérience particulière. Et c'est quelque chose que l'on utilise, nous, très directement, parce que finalement, on met nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sous l'eau. C'est pas pour rien. C'est en fait parce qu'ils ne sont pas détectables ou ils ne sont pas détectés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins fait moins de bruit qu'un biologique, comme on le dit. C'est-à-dire, les biologiques, c'est les baleines, les dauphins, etc. Aujourd'hui, nos sous-marins font moins de bruit que les éléments biologiques de la mer et donc sont capables de se diluer, comme on dit, dans l'océan. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on utilise évidemment. Et c'est utilisé non seulement par nous pour protéger nos sous-marins, mais c'est utilisé par pas mal de monde pour mener ce qu'on appelle la guerre hybride. Quand on fait exploser les tuyaux dans la mer Baltique de Nord Stream, en fait, personne n'est capable d'attribuer à qui a mené ces actions de destruction de Nord Stream. Alors vous avez plein de fantasmes, de complots, de théories, etc., qui disent c'est d'un côté les Ukrainiens, c'est d'un côté les Russes, c'est d'un côté d'autres, etc. En fait, personne ne sait parce que personne n'est capable d'attribuer, tout simplement parce que c'est caché. Et donc c'est quelque chose qu'évidemment tout le monde utilise. Donc la mer, c'est immense, la mer, c'est fluide et c'est un lieu de l'affrontement hybride. Et la mer, c'est hostile. Mon premier ennemi en mer, c'est la mer. Et vous pouvez demander aux gens du Vendée Globe, en fait, c'est la réalité. Quelque part, quand vous voulez poser un hélicoptère alors qu'il y a 6-7 mètres de creux sur une frégate, c'est pas un sport de masse et c'est pas quelque chose d'extrêmement simple. Et par ailleurs, la mer, ça rouille et donc c'est pas naturel, en tout cas, d'aller en mer et c'est pas naturel d'y rester. Quand vous prenez un bout de territoire, comme en Ukraine, que la Russie prend en Ukraine, vous gagnez entre guillemets ce territoire. Quand vous allez en mer et que vous prenez un bout de mer, en fait, si vous n'y restez pas, et comme vous n'allez pas y rester, eh ben, en fait, vous ne gagnez rien, sauf à y être présent en permanence. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes dynamiques en mer qu'à terre. Et pour opérer en mer, comme c'est un milieu hostile et comme c'est un milieu complexe, en fait, il faut acquérir un certain nombre de technologies pour pouvoir rester, soit en surface, soit aller dans les grandes profondeurs. Et quand on dit opérer à 5000 mètres de fond, c'est pas très simple. De fait, c'est hyper technologique et ça nécessite de développer des outils pour le faire. Et rester dans les grandes profondeurs, en fait, c'est pas humain au sens propre du terme. Et donc, en fait, on n'y va pas, sauf en sous-marin, mais il n'y a pas eu de ville sous-marine encore faite sous la mer. On agit en mer, l'homme agit en mer de manière fondamentale pour exploiter, transporter ou combattre. C'est les 3 grandes fonctions aujourd'hui de la mer. Exploiter les ressources offshore. Aujourd'hui, contrairement à ce qui peut se dire, en fait, la prospection pétrolière continue et même augmente, même s'il y a d'autres énergies qui sont exploitées en mer, avec notamment les énergies maritimes renouvelables. Mais l'exploitation de la mer ou des ressources qui sont en mer est une réalité et qui est quelque chose d'absolument essentiel, non seulement pour aujourd'hui, mais également pour demain. Et notamment pour demain, c'est dans le domaine alimentaire, avec les perspectives démographiques mondiales où on estime qu'on doit aller... Alors vous avez certainement tous ces éléments-là, mais grosso modo 11 milliards 2080.
les ressources protéiniques terrestres sont suffisamment limitées pour que l'on dise de manière assez assurée que le besoin en protéines issues de la mer soit beaucoup plus important dans les années à venir, et notamment en raison du réchauffement climatique, le nombre de terres arables et cultivables va diminuer, et donc l'exploitation de la mer pour apporter des ressources protéiniques va augmenter. Or aujourd'hui, il y a une surexploitation en mer et donc une baisse de la ressource halieutique assez majeure qui va nous entraîner immanquablement à un stress alimentaire et une insécurité alimentaire. On commence déjà à le voir sur un certain nombre de continents, notamment le continent africain. L'impact direct de la pêche massive illégale a déjà des impacts sur la sécurité alimentaire dans certains pays africains. La deuxième mission en mer, c'est transporter. Vous le savez, 90% du commerce mondial passe par la mer. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Aujourd'hui, tous vos téléphones que vous avez dans vos poches ici viennent de Chongqing, en Chine, sur le Yangtze, où vous avez une petite ville de 35 millions d'habitants qui fabrique plus de 80% des téléphones portables et des ordinateurs portables au monde. Et la réalité, c'est qu'ils descendent le Yangtze, ils vont à Shanghai, et Shanghai, container, direction l'Europe. Ces flux, ils sont à la fois très fragiles et très résilients. Très fragiles parce qu'on voit qu'un impact, typiquement, le canal de Suez qui est bloqué, vous créez une espèce de bouchon, une rupture des approvisionnements de l'ensemble des entreprises de biens manufacturés en France et en Europe. Et puis très résilient parce que même avec la crise en mer Rouge, alors que le détroit de Bab el-Mandeb entre le Yémen et Djibouti est menacé, ou en tout cas il y a des menaces sur le commerce, en fait 60% du trafic s'est détourné par le cap de Bonne-Espérance. On rejoint l'océan global et unique. 60% de ce trafic, en fait, c'est 15 jours de plus. Il faut savoir qu'un porte-container, c'est 1 million d'exploitations par jour. C'est des chargements qui ont une valeur marchande de grosso modo 1 milliard sur un porte-container. 1 million par jour d'exploitation, 15% de CO2 en plus. La crise en mer Rouge, c'est 15% d'émissions de gaz à effet de serre en plus, le fait de passer par Bonne-Espérance. Donc ça a des impacts très directs. Maintenant, c'est résilient parce qu'effectivement, ça s'adapte directement à l'équation géopolitique du moment. Et enfin, les fonds marins, vous le savez aussi, transportent nos données. Nos données, quand vous appelez aux États-Unis, ça ne passe pas par satellite, ça passe par les câbles. Et 95% des données passent par les câbles sous-marins aujourd'hui. Le premier impact d'un crash de câbles Internet ou des gros hubs de câbles Internet en Europe serait d'abord une crise financière. Si vous coupez les câbles Internet, en fait, vous allez casser la microfinance hyperfréquence. Or, la microfinance hyperfréquence, enfin la finance hyperfréquence, elle ne fonctionne que parce qu'il y a des câbles sous-marins qui sont capables de synchroniser l'ensemble des ordres donnés entre toutes les bourses du monde. Donc le premier impact, ça serait d'abord ça, et ça serait probablement un crash boursier. Donc c'est ça ce qu'il faut avoir en tête. Donc à la fois on exploite, à la fois on transporte, et puis évidemment on combat d'abord, pas combattre pour combattre, mais d'abord pour défendre et protéger. C'est-à-dire ma mission première, c'est de défendre la France, les Français, ses intérêts, et donc notamment protéger nos zones économiques exclusives pour que nos pêcheurs ou les pays qui ont des licences de pêche puissent pêcher dans nos eaux, et de faire respecter les réglementations françaises évidemment, réglementations internationales. On est, vous le savez, la deuxième zone économique exclusive au monde, en France, et l'ensemble de ces zones maritimes sont sous surveillance et protection de la part de la Marine nationale, évidemment. Mais le combat, il existe, j'allais dire malheureusement, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en mer Rouge, on pourra en reparler assez abondamment dans les questions si vous voulez, où la milice Houthi a décidé de taper les intérêts israéliens en mer Rouge, et donc nous protégeons les bateaux de commerce qui nous le demandent pour traverser le sud de la mer Rouge, donc le détroit de Bab el-Mandeb, de manière à éviter qu'il soit attaqué. Pour information, il y a eu plus de 660 objets du drone jusqu'aux missiles balistiques qui ont été lancés contre les bateaux de commerce depuis un peu plus d'1 an. Et nous avons tiré également un certain nombre de missiles pour protéger les bateaux, qu'ils soient de CMA-CGM, de MSC, de Maersk ou d'autres, qui ont transité par le détroit de Bab el-Mandeb. Donc le combat en mer, c'est pas un fantasme, c'est déjà une réalité. Et je dois avouer qu'avec les tensions qu'il y a dans le monde un peu partout, c'est peut-être aussi malheureusement le futur. Il y a 4 bascules stratégiques aujourd'hui que l'on voit en mer, très directement. La première bascule, elle est climatique. Le réchauffement climatique se voit en mer, évidemment, se voit extrêmement clairement.
Et le chef d'état-major des armées avait dit que le changement climatique était un catalyseur du chaos. C'est une réalité, c'est-à-dire que ça va augmenter les crises qui existent déjà. L'augmentation du niveau de la mer. Aujourd'hui, on estime que dans le monde, il y a 900 millions de personnes qui vivent très très proche du niveau de la mer. J'ai rencontré mon homologue bangladais. 1 mètre d'eau supplémentaire au Bangladesh, c'est 30 millions de personnes déplacées. Ça vous donne une idée que nous, en France, on a peut-être une conscience du changement climatique, mais il y a un certain nombre de pays dans le monde pour lesquels ce n'est pas une conscience. C'est une question de survie et c'est véritablement quelque chose de critique qu'il faut anticiper. On a d'autres exemples. Il y a eu évidemment le canal de Panama. Canal de Panama, le fait qu'il n'y ait pas plu pendant la saison des pluies en Amérique du Sud a fait que les réservoirs d'eau qui sont dans les lacs de haute montagne et qui alimentent le canal de Panama, vous savez qu'au canal de Panama, en fait, on ne traverse pas au même niveau. En fait, on fait monter les bateaux dans un lac intérieur et ils redescendent de l'autre côté, côté Pacifique. Et pour faire monter les bateaux, en fait, on a besoin de l'eau douce des lacs qui est accumulée pendant la saison des pluies. Quand vous n'avez plus de saison des pluies, vous avez moins de pluie, et ben c'est une chute de 50% du trafic au canal de Panama. Quelque chose de gigantesque. Changement climatique encore, Mayotte, plus d'eau. À Mayotte, vous savez, il n'y a pas de ressources naturelles en eau, et donc c'est de l'eau de captation qui est purifiée. Et ben, quand il n'y a plus de saison des pluies ou une mauvaise saison des pluies, vous n'avez plus d'eau et donc vous devez ramener de l'eau de la Réunion. Et c'est ce qu'on a fait pendant un certain temps. Encore aujourd'hui, 2 jours par semaine, il n'y a pas d'eau à Mayotte, en France, donc dans un de nos territoires ultramarins. Ça, c'est la première crise environnementale. La deuxième, c'est l'appropriation des espaces maritimes. Dit comme ça, c'est assez poétique et c'est sympa. En fait, en réalité, c'est notamment l'appropriation de la Chine en mer de Chine d'un certain nombre d'îlots. Justifié, pas justifié, en tout cas, ça crée des frictions. Ça, c'est une certitude. C'est l'augmentation des usages légaux aussi en mer. Quand vous créez des champs d'éoliennes en mer, dans la baie de Saint-Brieuc, au large de Saint-Nazaire, etc., vous créez des zones en dehors des eaux territoriales qui sont des nouvelles zones, pour moi, des nouvelles richesses à protéger. À chaque fois que vous mettez une éolienne en mer, vous mettez une espèce de drop-box dans lesquelles les trafiquants peuvent venir mettre des choses et que d'autres peuvent venir récupérer. À chaque fois qu'il y a des champs offshore, partout dans le monde, il y a des trafics qui se créent, systématiquement. Et donc pour nous, il faut à la fois aller les surveiller et à la fois vérifier que la réglementation est évidemment respectée. Quand vous mettez des champs éoliens en Manche-Mer du Nord, vous avez 25% du trafic mondial qui passe en Manche-Mer du Nord, et je souhaite éviter que des pétroliers viennent se cracher sur ces fameuses éoliennes en mer. Et donc vous créez des autoroutes et vous créez des bandes d'arrêt d'urgence pour éviter que les bateaux qui sont en avarie viennent se cracher sur nos éoliennes. Et pour éviter ça, vous mettez des remorqueurs qui sont d'alerte. Pour le jour où il y a une avarie sur un bateau, vous allez les remorquer avant qu'ils se crachent sur nos côtes et avant que demain ils se crachent sur nos éoliennes en mer. Et donc tout ça, pour moi, ça a des impacts totalement directs sur la manière dont on gère les espaces maritimes. Enfin, il y a des usages totalement illégaux en mer, et vous en avez peut-être entendu parler, c'est évidemment la pêche illicite, c'est évidemment le trafic de migrants, parce que malheureusement, c'est de la traite humaine que l'on observe aujourd'hui dans le monde. Et enfin, c'est le trafic de drogue. Trafic de drogue, j'ai la satisfaction, mais en fait, ce n'est pas une satisfaction. On a battu notre record encore cette année. On a fait plus de 43 tonnes d'interception de drogue depuis le début de l'année 2024, et ce n'est pas encore complètement terminé. Ça montre plusieurs choses. D'abord qu'il y a un énorme trafic qui se déroute aujourd'hui vers l'Europe. Autrefois, le trafic était essentiellement à destination des États-Unis quand on partait d'Amérique du Sud. Les États-Unis sont passés aux drogues de synthèse, donc tout ce qui est cocaïne vient directement sur l'Europe aujourd'hui. Il y a une surproduction en Colombie et donc ça nous tombe dans les bras. Et donc autrefois, quand on arrêtait un bateau, c'était une tonne de cocaïne. Là, on a fait des bateaux avec 10 tonnes. 10 tonnes, c'est 500 millions d'euros la revente en France. Donc usages illégaux. Et puis évidemment, dans le troisième élément stratégique en mer, c'est la bascule des jeux de puissance. Les conflits à terre débordent en mer. Le conflit en Ukraine contre la Russie bascule en mer Noire, et vous avez vu en fait que l'Ukraine a gagné des points en mer Noire alors qu'elle n'en a pas forcément gagné à terre. Le conflit entre Israël et Gaza déborde en mer Rouge assez directement, et ça on le vit encore au quotidien. Et aujourd'hui, vous avez vu peut-être dans les médias qu'une frégate avec des missiles, machin, vachement bien, hypersoniques, etc., passait le long des côtes françaises. En fait, c'est tout simplement parce que pour ravitailler la base de Tartous en Syrie, qui est une base russe,
ils sont obligés maintenant de venir de Saint-Pétersbourg en Baltique parce qu'ils ne peuvent plus accéder à la mer Noire parce que les Turcs ont fermé la mer Noire en raison du conflit. Ce qui veut dire qu'ils ont un impact très fort dans leur flux logistique et donc ils passent le long de nos côtes. Et à chaque fois qu'ils passent le long de nos côtes, eh bien évidemment, je mets un bateau pour les escorter et pour vérifier qu'ils ne font pas n'importe quoi. C'est pour ça que des fois, il y a un peu de com derrière. Voilà, donc une vraie violence et une simultanéité des conflits en mer. Et enfin, une vraie fulgurance des changements technologiques. Aujourd'hui, évidemment, on ne parle que des drones, mais en fait, il y a plein de choses que l'on travaille. Intelligence artificielle. Et je vous ai parlé du gravimètre à atome froid, etc. Mais grosso modo, toutes les ruptures technologiques nous intéressent très directement et on essaye de les mettre en œuvre. Dans tout ce scénario, dans tout ce contexte que je vous ai décrit, les missions de la marine, c'est d'abord de protéger la France, les Français, les intérêts vitaux de la France et les intérêts des Français de manière plus large. Protection des intérêts vitaux, évidemment, c'est la dissuasion. Vous le savez, on a un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui est sous l'eau en permanence, prêt à riposter, non détectable, sur ordre du président de la République. Et ça, dans le contexte aujourd'hui d'un retour du narratif nucléaire dans les discussions entre la Russie et l'Ukraine, de fait, avoir cet armement-là est absolument indispensable pour faire partie de ceux à qui on n'ira pas chercher des noises a priori. Ça veut dire que tous les 70 jours, je dois être capable de mettre un SNLE à la mer, prêt avec l'ensemble de ses charges évidemment, et de manière sécurisée. C'est une mission extrêmement dimensionnante et c'est probablement la mission qui a rassemblé l'ensemble de la classe politique depuis plus de 50 ans maintenant, de gauche comme de droite confondus. Tout le monde s'est toujours retrouvé sur ce sujet de la dissuasion et ça n'a jamais été remis en cause. Maintenant, c'est un modèle qui est assez particulier. Si je dois comparer de manière très basique, vous avez le modèle SpaceX, vous testez tout en permanence, vous crachez je ne sais pas combien de fusées avant de réussir, et puis au bout du bout, à force d'essayer, c'est comme les Shadows, ça finit par fonctionner. Et donc, ça, c'est plutôt quelque chose de pas mal. La dissuasion, c'est tout l'inverse. La dissuasion, vous prenez une décision avec le président de la République lors de ce qu'on appelle le Conseil des armements nucléaires. Et puis, après, vous confiez ça à des entreprises qui font l'étude, qui font le développement, qui finissent par construire l'engin, le missile M51, vous en avez peut-être entendu parler. On l'intègre sur un sous-marin et on tire et ça marche du premier coup. C'est quelque chose qui est totalement différent dans la manière de faire, mais qui nécessite une ingénierie et une connaissance de l'ensemble de l'équation, que ça soit d'être capable de tirer sous l'eau, que ça soit d'être capable de tirer une fusée à partir d'un sous-marin, que ça soit d'être capable de balancer ça à l'autre bout de la Terre. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire et que très peu de pays sont capables de faire dans le monde. On peut avoir la fierté d'être capable, d'un point de vue ingénierie, d'être capable de faire ça. Protéger nos intérêts vitaux, c'est la dissuasion. Protéger de la plage au grand large, c'est ma mission aussi de tous les jours. Sauvegarde de la vie humaine. Plus de 4000 personnes sauvées en Manche-Mer du Nord chaque année. Sauvegarde sur les plages, déminage des plages quand on rencontre des mines historiques, déminage des fonds quand on rencontre des mines historiques. C'est aussi notre boulot. Protéger contre les pêcheurs illicites, contre les trafics de drogue, c'est notre métier au large, avec ce qu'on appelle le préfet maritime. Le préfet maritime est un amiral, il y en a 3 en France, il y en a un à Cherbourg, un à Brest, un à Toulon, qui sont capables en fait de faire interagir l'ensemble des administrations de l'État en mer, de manière à coordonner l'action et être le plus efficace possible pour faire appliquer la réglementation en mer. Un commandant de bâtiment a l'autorisation de constater une infraction au code pénal et de le transmettre au juge, et ça sera reconnu comme pour un OPJ. En fait, les commandants de bateaux sont des OPJ en mer. Et enfin, protection de nos intérêts, ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui en mer Rouge. La protection du trafic commercial, c'est directement les intérêts de la France, c'est directement les intérêts économiques. Et donc on est en lien évidemment avec les grandes entreprises du maritime, de manière à assurer, mais pas tout seul, avec les Italiens, les Grecs, d'autres pays européens, la protection du trafic maritime en mer Rouge pour contrer ou plus exactement se protéger des attaques outils. Alors pour faire tout ça, on dispose de la Marine nationale, que j'ai l'honneur de commander. La Marine nationale, c'est 41 000 personnes aujourd'hui, donc c'est un peu plus qu'une PME quand même, c'est une belle entreprise, on va dire. Avec 4 grands ports métropolitains que vous connaissez, Toulon, Cherbourg, Brest, Lorient. Je suis, vous ne le savez probablement pas, le 2e exploitant nucléaire d'Europe, après EDF, avec 12 réacteurs nucléaires en service, dont je porte la responsabilité de sûreté nucléaire et d'exploitation au même titre qu'EDF exploite ces réacteurs nucléaires pour produire de l'électricité. Grosso modo, un de mes sous-marins, si on arrive à le connecter à la Terre,
je produis l'électricité pour une ville moyenne, mais une ville. Je renouvelle 10% de mes effectifs tous les ans, c'est-à-dire 4000 personnes à peu près, que j'embauche chaque année. Et ma mission principale, c'est de proposer des options pour faire face aux enjeux, faire face aux crises auxquelles on fait face, et évidemment assurer en même temps l'ensemble de mes missions permanentes. La dissuasion est une mission permanente, donc c'est pas une question que je pose tous les mois au président de la République. En revanche, quand il faut aller à Haïti pour sauver des ressortissants français, quand il faut préparer potentiellement une évacuation de ressortissants au Liban, eh ben on propose des options en disant je peux envoyer tel bateau, j'ai tel bateau qui est prêt, on peut inventer telle option avec des alliés tout seul, avec l'armée de terre tout seul, peu importe. Et évidemment, en tant que chef d'état-major de la marine, ma mission c'est de préparer, c'est de faire face d'abord aux crises et donc de m'adapter et de préparer l'avenir en même temps. Donc je fais une espèce de grand écart permanent entre le temps court et le temps long. Je dois avoir l'agilité du temps court, c'est-à-dire adapter mes bateaux qui ont été construits il y a 20 ans pour faire face à la menace drone, et puis préparer les bateaux du futur, comme le porte-avions nouvelle génération, qui arrivera en 2038. Sauf que ma question en 2038, ça sera quoi les technologies de ce moment-là ? Ça sera quoi les métiers à bord d'un bateau ? Toutes ces choses-là, c'est les choses auxquelles je dois réfléchir aujourd'hui. Et donc on travaille de manière prospective à toutes les ruptures technologiques. Donc aujourd'hui, j'ai des data hubs embarqués sur mes bateaux. Je mets des data scientists à bord pour voir comment je peux optimiser à mort les équipements qui datent d'il y a 20 ans, mais en utilisant la data, en fait, d'avoir beaucoup plus d'agilité avec des équipements anciens et qui doivent dessiner le paysage du futur et la manière dont je vais fabriquer mes bateaux demain. Voilà. Et dans le temps long, évidemment, c'est pour moi conserver la supériorité technologique vis-à-vis de mes adversaires, mais également dessiner le lien avec la nation et essayer de trouver quelle sera la bonne rupture technologique à suivre. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. On ne peut pas miser sur tout, on n'est pas les États-Unis, donc il faut miser sur ce qu'on peut se payer, ce qui est déjà jamais tout très simple, et en tout cas trouver la bonne option. Et enfin, je ne peux pas faire ça tout seul, donc j'ai beaucoup de partenaires. Les partenaires, ça se travaille, ça commence avec une bière au bar, et puis ça se finit en mer à travailler ensemble. Et donc ça, c'est beaucoup de déplacements, beaucoup de confiance à bâtir, de la connectivité, parce que pour parler à un pays de l'OTAN, c'est facile. Pour parler à l'Inde, c'est moins facile. Et donc, il faut décrire des procédures, trouver de la connectivité et bâtir la confiance de manière à assurer une espèce d'interopérabilité, comme on l'appelle, en fait, une capacité à travailler ensemble. L'objectif, c'est que, typiquement sur la mer Rouge, bien sûr, il y a un bateau français, mais il y a des bateaux italiens, il y a des bateaux grecs, et on se répartit la charge. Ça s'appelle le burden sharing, traditionnellement, derrière. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que sinon, je vais être très très long, mais je crois que je ne suis pas si mal que ça. J'espère que j'ai réussi à susciter en tout cas des interrogations et quelque intérêt sur ce qu'on fait en mer, une certaine connaissance derrière. Ce qui est certain, c'est que quand vous êtes en mer, faut faire preuve d'humilité parce que vous n'avez pas forcément le dernier mot. C'est souvent la météo qui a le dernier mot. Quand vous faites face à une grande tempête, alors ça m'est déjà arrivé, 10-12 mètres de creux, vous êtes sous l'eau grosso modo. Et quand vous en sortez, en fait, la mer vous a laissé passer. C'est pas vraiment vous qui avez gagné, c'est plutôt la mer qui vous a laissé passer. Pour gagner dans ces environnements-là, il faut à la fois être audacieux, c'est-à-dire trouver les opportunités au bon moment, y avoir réfléchi, être hyper agile pour s'adapter en permanence et faire preuve d'une grande détermination. Et ça, finalement, quand on regarde ce que doit être un chercheur demain, l'audace, l'agilité intellectuelle, mais aussi la grande détermination à poursuivre sa recherche jusqu'au bout, en fait, vous êtes plutôt bien drivé pour vous rejoindre la marine. Et donc, si vous voulez rejoindre la marine embauche à tous les niveaux, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez devenir réserviste dans la marine, il n'y a aucun problème. Il y a ce qu'on appelle la réserve citoyenne ou la réserve opérationnelle. Et on fait appel à des chercheurs scientifiques justement pour nous éclairer. Sur comment envisager le monde demain, comment envisager de manière prospective les grandes ruptures qui probablement nous aideront à mieux protéger la France, les Français, ses intérêts, partout dans le monde. Voilà, je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Amiral. Je vais commencer par 2 questions avant de laisser la parole à mes camarades. La première, vous avez parlé de conflits en mer Noire, en mer Rouge, en mer de Chine, et vous avez ajouté qu'on ne pouvait pas miser sur tout. Est-ce que vous arrivez à avoir, est-ce que vous avez certaines priorités en termes de préparation à des conflits futurs dans votre vie de tous les jours en tant que CEMM ?
Alors, on essaye de se préparer à tout et on a tout un système de formation qui permet d'avoir à bord de nos bateaux des équipages qui sont prêts à répondre à l'ensemble des questions. On essaye d'être le plus large possible dans la formation de nos équipages. Donc, ils doivent être capables de ramasser un homme à la mer quand il y a quelqu'un qui tombe d'un bateau, jusqu'à intercepter un missile balistique en mer Rouge, ce qui est loin d'être un sport de masse. D'ailleurs, en parlant de ça, tout le monde a banalisé en fait le fait que l'Iran envoie des missiles sur Israël. C'est pas du tout ni banal. C'est quand même des actes d'agression très très clairs. 2, c'est loin d'être évident d'intercepter un missile balistique à partir de la terre et encore plus à partir de la mer parce que vous bougez sur la mer. Donc c'est des choses qui sont loin d'être évidentes. Pour ça, j'ai besoin d'athlètes de très haut niveau. Alors j'ai tendance à dire de temps en temps que j'ai besoin que des lions marchands dans mes bateaux, avec une caractéristique principale, c'est que je ne sais pas quand je vais nager le 200 mètres 4 nages. Puisque grosso modo ça arrivera sans que je le sache et j'aurai pas de préavis quand quelqu'un tirera un missile sur un de mes bateaux, comme c'est le cas en mer Rouge aujourd'hui. Donc il faut vraiment entraîner nos équipages. C'est un socle de formation extrêmement long, extrêmement compliqué. Quand on fabrique un commandant de SNLE, on met 15 ans à fabriquer un commandant de SNLE. Il va travailler sur des petits bateaux, puis il va augmenter, premier sous-marin, deuxième sous-marin, et ainsi de suite, il arrivera commandant. La gestion de compétences, la formation est quelque chose pour nous qui est critique. Grosso modo, chaque bateau fait environ une vingtaine de jours d'entraînement chaque année pour être sûr qu'il soit capable de répondre à l'ensemble de l'équation qu'il peut rencontrer. Quand je parlais tout à l'heure de l'évacuation de ressortissants qu'on a menée à Haïti, le bateau qui était parti n'était pas du tout parti pour ça. Il était aux Antilles, il était en Martinique. Il devait aller en Guyane, il y a pire. Et puis on lui a dit, ben non, en fait, tu vas à Haïti et tu vas sauver. On a sauvé 200 ressortissants français et européens qui étaient à Haïti, qui demandaient à partir. Sous les balles, on a envoyé des hélicoptères qui se sont fait tirer dessus pour récupérer nos ressortissants. Et ça, il faut que tous mes équipages soient prêts à basculer instantanément d'une mission à une autre. Et pour ça, je suis obligé de leur donner une formation extrêmement large. Après, et là, c'est un petit peu différent, mer Rouge, c'est tellement spécifique comme mission qu'on leur fait un entraînement très particulier. Donc on a une formation un peu spécifique sur la mer Rouge, et pour le reste, une formation très très large. Merci. Et je vais vous poser une deuxième question. On a eu la chance de recevoir plusieurs intervenants sur le thème des nouvelles formes de conflictualité, notamment cyber, IA, etc. Comment la marine intègre-t-elle ces enjeux cyber, d'innovation, d'intelligence artificielle aujourd'hui et pour les années à venir ? Alors, c'est d'abord une très bonne question, je ne suis pas étonné, mais forcément, quand on fait des bateaux de plus en plus technologiques, ils sont de plus en plus connectés. Et que, typiquement, pour intercepter un missile balistique, en fait, on se partage de l'information entre différents bateaux qui permettent d'augmenter notre capacité à détecter et à voir ce qui se passe en l'air. Et si vous subissez une attaque cyber sur vos réseaux, entre guillemets, ça va vous pénaliser énormément. Donc, ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille sur la protection cyberdéfense de l'ensemble de nos bateaux pour contrer cet effet hyperconnectivité que l'on connaît tous. Donc aujourd'hui, on est plutôt pas mal, et plutôt même bon. Pour résumer, vous avez des sondes sur tous les bateaux qui permettent de détecter très rapidement une attaque ou un flux anormal dans l'ensemble des flux de données que vous avez. Tout ça est télépiloté, téléopéré, et vous êtes capable de le faire aussi en interne, de manière à vous protéger contre les attaques cyber. Se protéger, c'est une chose, c'est pas suffisant. Et donc là aussi, on développe la lutte informatique offensive, comme on l'appelle, la LIO, où on a, alors là en revanche je ne vais pas vous dire quoi, mais bon, on a des petits outils qui permettent de s'amuser un petit peu, ou plus exactement d'embêter l'autre. Et c'est bien ça. En fait, la question c'est 1, se protéger pour pas qu'il accède à notre information. 2, c'est lui dénier l'accès à l'information et l'empêcher d'avoir de l'information. Voilà. Voire ce qu'on appelle en fait faire de la déception, c'est-à-dire lui faire croire autre chose. Et donc ça, c'est des objets sur lesquels on travaille et pour lesquels on a des outils intéressants. Ouais. Donc dans le domaine cyber, de fait, c'est une réalité aujourd'hui. On travaille beaucoup. Dans l'intelligence artificielle,
On travaille énormément. Je vous ai parlé un peu tout à l'heure du data hub embarqué qu'on a sur certains bateaux. À bord de certains bateaux, ces fameux bateaux où j'ai un data hub, en fait, j'ai un chat GPT à bord, sauf que c'est un chat GPT de niveau secret qui est capable d'absorber pas mal de données et d'aller me faire de la synthèse et un certain nombre de choses. Tout ce que fait en fait ChatGPT, mais à un autre niveau, évidemment, avec un lac de données qui n'est pas du tout le même que Google et autres, mais qui permet d'aller chercher de l'information de niveau secret défense pour aller comparer un peu ce qu'on observe et ainsi de suite, et trouver la bonne information au bon moment. Donc tout ça, c'est des technologies qu'on développe. Pour ça, on a développé une start-up qu'on appelle le CSDIAM, c'est un nom un peu bâtard, Centre Support de la Donnée de la Marine. Enfin bon, bref, voilà. Là, vous avez des opérationnels et là, vous avez des data scientists. Et maintenant, la question, c'est comment vous résolvez les problèmes de l'opérationnel avec ce que vous êtes capable de récolter comme données sur mes bateaux. Donc ça, on l'a fait dans un esprit start-up au sein de la marine. Et maintenant, on est en train d'exporter cet esprit start-up sur nos bateaux. Donc on envoie des bateaux en mer. Et à bord, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on envoie des data scientists pour aller aider le marin opérationnel à traiter la donnée, de manière à décrire comment on peut aller encore plus vite avec l'ensemble des systèmes que l'on a, et de voir un peu comment on peut faire évoluer et progresser nos bateaux. Alors, le petit problème, c'est que les data scientists ne sont pas forcément des marins. En fait, on les fait devenir réservistes opérationnels de la marine, et donc ils embarquent sur les bateaux pour ça. Voilà. Donc on est vraiment connecté à ces enjeux-là, et on arrive à pas mal progresser, assez rapidement. Merci beaucoup. On va faire passer un troisième micro maintenant à ceux qui souhaitent poser des questions. Bonsoir, merci beaucoup Amiral pour cette intervention qui était lumineuse, vraiment très intéressante. J'avais une question qui portait sur la dissuasion. Dans un contexte où la dissuasion nucléaire et la diplomatie navale jouent un rôle croissant, comment est-ce que la Marine nationale elle envisage d'équilibrer ces deux missions, surtout dans des environnements où la dissuasion peut être perçue comme un vrai facteur d'escalade, et surtout comme on le voit maintenant en 2024 ? Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec votre assertion. La dissuasion n'est pas un facteur d'escalade. Je menace personne. Quand on parle armes nucléaires, on parle plutôt en millions de morts qu'en centaines de morts. Donc, en fait, c'est inacceptable. L'objectif ultime, c'est de dire, en fait, il n'y a pas d'intérêt pour une puissance à venir attaquer nos intérêts vitaux, parce que la réponse sera tellement disproportionnée par rapport aux gains qu'il pourrait avoir qu'il ne va pas le faire. Et de fait, quand vous regardez l'équation du narratif nucléaire russe vis-à-vis des Ukrainiens, je pense que la guerre n'aurait pas été la même si l'Ukraine avait conservé ses têtes nucléaires il y a quelques années. Et donc, aujourd'hui, les réflexions qui se posent, c'est pas moi qui attaque aujourd'hui un compétiteur. Il y a deux ambiguïtés. On ne dit pas qui on veut dissuader. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne dit pas quels sont nos intérêts vitaux. Ce qui laisse une ambiguïté stratégique volontaire pour que l'équation de planification opérationnelle de celui qui aimerait nous attaquer soit extrêmement complexifiée. Il ne sait pas s'il fait ça, mais s'il s'approche des intérêts vitaux, il sait qu'il rentre dans une zone extrêmement compliquée. Donc grosso modo, ça ne joue pas. Et d'ailleurs, la conclusion qu'en tire un certain nombre de pays dans le monde, c'est qu'il faut avoir l'arme nucléaire. En premier lieu, la Corée du Nord. Et vous avez pu remarquer que du jour où la Corée du Nord a fait la démonstration qu'elle avait l'arme nucléaire, du jour au lendemain, les relations internationales ont été totalement différentes. Et certaines grandes puissances sont même allées parler à la Corée du Nord. Et donc ça, c'est quelque chose. Le vrai risque que l'on a aujourd'hui, c'est que la crise ukrainienne se transforme en prolifération nucléaire. C'est ça le vrai problème. C'est que finalement, les gens se rendent compte que si on veut vraiment résister à quelque chose, il faut détenir. Alors évidemment, heureusement, tout le monde n'est pas capable, donc ça rassure, mais n'empêche qu'il y en a quand même quelques-uns qui veulent. Et on le sait, on les connaît, il y a l'Iran, il y a un certain nombre de pays dans le monde. Donc ça, la dissuasion, pour moi, c'est le socle dans mes missions. Après, vous avez parlé de diplomatie navale. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Oui, on fait de la diplomatie navale, on fait beaucoup de relations internationales dans la marine, mais on fait surtout beaucoup d'opérations,
de gestion de tout ce que je vous ai dit, de protection des trafics et ainsi de suite. L'équilibre est toujours très compliqué. J'ai besoin des petites missions pour être très bon dans les grandes. Un jeune officier qui sort de la Jeanne d'Arc et la mission de spécialisation des officiers de marine à la fin de l'école navale, j'ai besoin de l'envoyer sur les petits bateaux qui vont faire de la lutte contre le trafic illicite de pêche ou contre le trafic de drogue, parce que là, il va apprendre ses gammes avant de devenir un virtuose de l'interception de missiles balistiques. Il va déjà apprendre à naviguer dans 10 mètres de creux. Et donc, j'ai besoin de la marine de l'action de l'État en mer, en fait, de la marine des gardes-côtes, pour avoir une marine très solide de guerre. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on est un des rares pays à avoir une marine qui fait aussi large. Les Italiens ont la Guardia di Finanza qui fait la douane large, ce qu'on fait nous en mer. J'ai 2 homologues américaines, Linda Fagan qui est la chef des gardes-côtes et Lisa Franchetti qui est la chef de la marine américaine de guerre. Et donc en fait, j'ai une marine qui est très large. Donc c'est vrai que de temps en temps, je fais un peu le grand écart. Mais j'ai absolument besoin des deux. Donc il faut absolument que je conserve les deux. C'est essentiel. Et puis il y a beaucoup de sens dans la mission de protection de nos approches. Il y a beaucoup de sens dans la sauvegarde de la vie humaine en mer. Il y a beaucoup de sens dans la lutte contre le trafic de drogue. Et ça donne une vraie... Des vraies missions pour mes marins qui les font progresser véritablement. Quand vous interceptez un fast-boat en pleine mer, entre le Maroc et l'Espagne, et que vous mettez en œuvre en fait un hélicoptère Panthère avec un fusil, avec un spécialiste de la visée qui va taper uniquement dans le moteur sans taper le type qui est au volant du Zodiac, c'est pas des petites opérations en fait. Mais vous interceptez quand même le narcotrafiquant et vous arrivez à l'intercepter. J'ai besoin de toutes ces petites cases-là qui me permettent d'aller beaucoup plus loin au-dessus. Et j'ai besoin de travailler avec d'autres pour progresser. Je dis toujours, une puissance navale. Alors, il y a eu un article qui disait la marine régresse, elle passe à la 10e place des marines dans le monde, etc. C'est un article qui est juste au sens calcule le tonnage de l'ensemble des marines dans le monde et dit la marine, tiens, elle était 5e, puis elle descend à la 10e place. Alors, c'est vrai en tonnage, c'est faux en savoir-faire. Une puissance maritime, c'est un nombre de bateaux, c'est des savoir-faire, c'est de la technologie et c'est des partenaires. Si vous avez que les bateaux, si vous avez des savoir-faire, c'est déjà mieux. De la technologie, ça c'est ce qui va vous déterminer si vous êtes supérieur à l'autre. Et les partenaires, c'est ce qui permet d'agir un peu partout dans le monde. Moi, depuis que j'ai pris mes fonctions il y a un an et demi, j'ai rencontré une centaine de mes partenaires. Alors on a des grands forums comme ça, des fois c'est dans des endroits sympas, une fois en Thaïlande, une fois à Venise. Mais ça permet de rencontrer tout le monde et de voir ce que pense chacun des partenaires. Et ça permet de discuter. Vous parlez de diplomatie navale, vous avez raison, on fait de la diplomatie. J'ai rencontré mon homologue chinois, j'ai rencontré mon homologue iranien, et c'est extrêmement intéressant. Mais en creux, on apprend énormément. Et d'abord, on apprend à se respecter. Comme je les ai rencontrés, et comme je disais tout à l'heure, ça commence par une bière au bar, en fait, je suis capable de les appeler, même quand ils ne sont pas mes copains, pour leur dire, attention, là, on est en train de basculer dans autre chose. Est-ce que vous avez vraiment envie qu'on bascule dans autre chose ? Et c'est absolument essentiel d'être capable de parler à tout le monde. Et c'est en ça qu'effectivement, on fait de la diplomatie navale. Il y en a plein. Merci pour cette conférence, amiral. Je voudrais savoir, est-ce que la France compte se doter de sous-marins lanceurs d'engins modifiés, comme la classe Ohio américaine, pour tout ce qui est lancement de missiles de croisière ? Merci. Alors, on a des sous-marins qui lancent des missiles de croisière, qui ne sont pas des SNLE, mais qui sont les SNA type Suffren. Et vous savez, c'est des nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque dont on vient de recevoir les 2 premiers, le 3e est en essai. Et donc à bord de ces sous-marins, on a ajouté 2 capacités particulières qui n'existaient pas sur l'ancienne classe, qui est la capacité à lancer des missiles de croisière et la capacité à travailler avec les commandos marines. Et donc, en fait, on a cette capacité, mais je ne compte pas transformer de SNLE pour ça. Les SNLE ont une mission très particulière qui est la mission de dissuasion. Une mission réussie de SNLE, c'est je suis parti de Brest, je me suis évanoui sous l'océan et personne ne m'a vu.
j'ai été au bon endroit, j'étais en mesure de riposter quand vous voulez, et je suis rentré, personne ne m'a détecté, alléluia. Bon, la vie du sous-marin nucléaire d'attaque, c'est pas la même chose. On l'envoie dans des zones de crise, on l'envoie dans des zones où justement on veut qu'il soit capable d'être en mesure d'agir, soit pour protéger une force qui se déplace, ça peut être le porte-avions, ça peut être d'autres, soit pour aller titiller nos adversaires, soit pour aller faire du renseignement, soit pour pouvoir justement produire un effet contre la Terre, tirer un missile de croisière. Donc, et c'est des missions qui sont très très différentes intellectuellement. Mais donc on ne va pas modifier de SNLE, ça c'est sûr. Encore une fois, un SNLE, c'est quand même à la fois Kourou et une centrale EDF à bord. C'est pas si simple que ça. On a quand même un réacteur nucléaire et quelques fusées Ariane à bord, et qui en plus ont la bombe nucléaire. Donc c'est un objet assez particulier. On dit que c'est l'objet le plus compliqué à construire. Je suis assez d'accord avec ça, parce que finalement c'est une succession de complexité qui est incroyable. Aujourd'hui dans le monde, il y a très très peu de pays qui sont capables de le faire. Donc il y a les États-Unis, il y a les Russes, il y a la France, les Britanniques, pas complètement, parce qu'en fait ils sont liés aux Américains sur ce sujet-là. Donc ils ont une certaine autonomie, mais pas à 100%. Et puis après il y a d'autres pays qui essayent de se doter de ça, Chinois, Inde, etc. Mais très peu finalement, très très peu. C'est extrêmement compliqué. Donc voilà, on ne changera pas tout. Mes respects, amiral. Enseigne de vaisseau de deuxième classe Louis Ambrogi, en réserve. Dans le cadre des relations internationales, comment évaluez-vous notre coopération donc avec nos alliés, par exemple en mer Rouge, dans le cadre de la défense antiaérienne? Merci. Alors, il y a quand même énormément d'acteurs et il y a quand même 3 grandes catégories. Il y a la catégorie des Européens qui viennent défendre le trafic maritime. C'est l'opération qu'on appelle Aspides. Et donc là, on coopère. Vous savez que c'est les Grecs qui commandent l'opération. On participe évidemment au système de commandement. On y met un bateau quasiment en permanence, les Italiens également. Et puis d'autres pays européens viennent nous aider de temps en temps en rotation. Il y a une autre coalition qui est l'idée par les Américains, qui a une vocation à la fois défensive et offensive, pour aller également traiter la menace directement au Yémen. Coalition à laquelle on n'a pas souhaité appartenir, puisque le président souhaitait garder une posture défensive. Donc on a adopté cette posture-là, une posture plus équilibrée dans la région. Et puis après, il y a les autres acteurs, c'est ceux qui viennent voir ce qui se passe sans être ni dans l'un ni dans l'autre, qui sont les indépendants, comme on les appelle un petit peu. Il y a un certain nombre de choses qui se passent et qu'il faut surveiller. Donc c'est des endroits qui sont assez intéressants parce que c'est pas blanc ou noir, c'est énormément une palette de nuances qui est assez impressionnante, et il faut être capable de voir, d'observer ce qui se passe, de comprendre l'attitude des uns et des autres, et dans le fouillis d'arriver à détecter quand il y aura une vraie menace qui peut vous concerner, et donc d'adresser cette menace. En fait, quand vous êtes entre l'Érythrée et le Yémen, vous avez des dizaines et des dizaines de skiffs, on appelle les skiffs, enfin des petits bateaux de pêche qui traversent pour faire du trafic entre le Yémen et l'Érythrée. Ça, c'est traditionnel. Sauf que de temps en temps, il peut y en avoir un où il n'y a pas de pilote à bord et des explosifs. Eh bien, il faut arriver à trouver l'aiguille dans la botte de foin. C'est là où les hélicoptères, les avions, les drones nous permettent d'avoir une vue d'ensemble par le haut qui permet de mieux analyser l'ensemble de l'équation et de voir comment on peut travailler, comment on peut discerner. Et le problème, c'est que c'est souvent des affaires de secondes. Parce que quand vous détectez souvent assez tard. Alors, les drones de surface, vous avez un peu de temps, mais les missiles balistiques, c'est quelques dizaines de secondes, entre le moment où vous avez la détection et le moment où vous devez donner l'ordre de feu. Donc là, il faut être réveillé, il ne faut pas dormir. Et il faut avoir justement un entraînement de très haut niveau. Donc il faut vraiment être capable de prendre du recul par rapport à ce qui se passe et d'identifier pourquoi ça se passe, comment ça se passe. Et donc il y a beaucoup de travail en amont sur les postures des différents pays qui sont dans cette région-là. Alors les copains, c'est assez facile.
fait, les copains, c'est assez facile parce qu'on les connaît hyper bien. Les Italiens, on bosse tous les jours avec eux, mais même les Américains, les Britanniques, on bosse tous les jours avec eux. Même si on n'est pas aligné d'un point de vue mission opérationnelle, on sait se parler. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Bon, maintenant, le skiff yéménite qui transite pour acheter du poisson en Érythrée ou nous amener des explosifs, ça, il faut arriver à faire la différence. Et c'est là que c'est compliqué. C'est là que c'est très compliqué. Mes respects, amiral, commissaire aspirant Caspar. Vous avez parlé des liens de la marine avec la mer et avec la terre, mais pas avec les airs et l'espace. Or, il me semble qu'il y en a. Et donc, j'aimerais savoir quels sont vos besoins liés à l'air et l'espace et pourquoi vous ne laissez pas la main à l'armée de l'air et de l'espace. Merci. Très bien. Alors, je vais reprendre l'histoire. Il y a des lettreux, histoire. Donc, dans l'histoire, il y avait deux armées. Il y avait l'armée de terre et il y avait l'armée de mer. Et l'armée de l'air était un service de l'armée de terre à l'époque. Et d'ailleurs, si vous êtes très attentive aux uniformes, vous verrez qu'un général de l'armée de l'air a des étoiles dorées, là où un amiral a des étoiles argentées et l'armée de terre a des étoiles argentées. Les étoiles dorées, c'est pour les services. Donc historiquement, c'est comme ça que ça a été créé. Donc le service de santé, les commissaires généraux, tout ça, c'est des étoiles dorées. Donc historiquement, il y avait deux milieux, le milieu aéroterrestre et le milieu aéromaritime. Et donc se sont développés effectivement au sein de ces deux milieux les forces nécessaires à la protection de l'ensemble des choses. Et donc dans les années post-guerre, entre guillemets, l'armée de l'air a été créée et on vient de fêter les 90 ans de l'armée de l'air et c'est très bien. Et il y a un tout petit défaut. L'armée de l'air, on travaille tous les jours avec elle. Tous les jours. Sauf que quand je suis au milieu de l'océan, faire venir un avion de France ou de la base la plus proche pour aller au milieu de l'océan, en fait, c'est pas possible. En tout cas, ça dure pas longtemps. J'ai besoin d'être capable, pour être supérieur à l'autre, pour gagner en mer, j'ai besoin d'avoir l'arme aérienne embarquée sur mes bateaux. Donc, sur mes bateaux, j'ai soit des drones, soit des hélicoptères, et sur le porte-avions, j'ai des avions de chasse. Évidemment, on travaille avec l'armée de l'air. Typiquement, les opérations en Libye, il y a quelques années, c'était moite-moite. Non, c'était pas moitié-moitié-moitié, mais c'est pas loin. Parce qu'il y avait l'aviation légère de l'armée de terre qui opérait à partir des bateaux de la marine, et puis vous aviez les avions de chasse de la marine à partir du porte-avions, et les avions de l'armée de l'air à partir des bases, notamment Corse, etc. Donc en fait, on avait l'ensemble du panel qui venait et qui était complémentaire et qui venait apporter chacun leur qualité. Et l'armée de l'air apporte énormément de connaissances du milieu aérien, évidemment, et elle est absolument indispensable. Maintenant, il y a un sujet qui est un peu particulier. En ce moment, avec les crises que l'on rencontre, les pays se replient un peu sur eux-mêmes. J'ai un exemple, j'ai un pays européen qui s'est vu refuser une escale en Arabie Saoudite parce qu'il participait à une opération que ne soutenait pas l'Arabie Saoudite, et donc ils leur ont dit, venez pas. Et c'est un peu la même chose pour les avions de l'armée de l'air, et de temps en temps, on peut se voir refuser en fait un accès, soit à un espace aérien, soit à une base. Et quand vous n'avez plus d'accès, je suis encore capable de proposer un accès, notamment à la force aérienne, avec le porte-avions. Je vous ai reparlé d'un océan global, c'est-à-dire que en fait, je peux aller à peu près n'importe où dans le monde avec le porte-avions et proposer une base aérienne mobile à partir de la mer. On a besoin de la force aérienne, c'est absolument indispensable pour gagner en mer, pour gagner à terre. Ça, c'est sûr. Et donc, évidemment, on a besoin de l'armée de l'air. Aujourd'hui, on travaille tous les jours, on a les mêmes avions, le Rafale Marine et le Rafale Armée de l'air. Il y a un truc qui change, c'est qu'il y a une crosse d'appontage sur le Rafale Marine. Voilà. Et puis, il y a le train avant qui est un petit peu différent. Le reste, c'est le même avion. Les pilotes de la Marine sont formés par l'armée de l'air. On a des échanges de pilotes entre Marine et Armée de l'air. Il y a des pilotes de l'armée de l'air sur le porte-avions et inversement. Voilà. Donc on bosse très très bien ensemble. L'espace, vous avez raison, on est probablement, en termes de flux de données, le plus gros utilisateur de l'espace, des trois armées. Parce que les flux de données qu'on a entre le porte-avions, les bateaux, on est complètement connecté aux satellites pour se passer des informations. Il y a des systèmes radio, puis il y a beaucoup de systèmes satellites. Donc voilà. Et donc on utilise l'espace, évidemment. Maintenant, l'armée de l'air a acquis une compétence spatiale qui est remarquable, notamment dans la détection, mais alors là c'est plus la protection de nos intérêts dans l'espace. Et donc là-dessus, on travaille avec eux. Vous savez qu'ils développent un centre à Toulouse
de maîtrise justement de tout ce qui se passe dans l'espace, qui est extrêmement intéressant à visiter et à regarder. Donc on travaille en fait au quotidien. Aujourd'hui, il n'y a pas une opération dans le monde qui soit, j'allais dire, marine only. On a marine, armée de l'air, marine, armée de terre, ou alors les 3 armées en même temps. Dès que c'est des grosses opérations, on est ensemble. Bab el-Mandeb, par exemple. Bab el-Mandeb, vous avez les bateaux qui protègent, mais vous avez aussi alors c'est pas des Rafales, c'est des Mirage 2000 de Djibouti, qui viennent de temps en temps aider à la surveillance de l'espace maritime, et des avions de patrouille maritime de la marine, ce coup-là, qui viennent surveiller également la surface. Donc en fait, on arrive à faire des opérations interarmées pour protéger le milieu maritime, ou interarmées pour protéger le milieu terrestre, etc. C'est pas un problème. Voilà, donc on travaille très bien avec eux. On va prendre une toute dernière question avant de conclure. Si vous voulez 5 minutes de plus. Respect amiral, merci pour la présentation. Ma question est assez simple. C'est quoi un gravimètre à atome froid? Alors un gravimètre à atome froid, c'est assez simple. Vous mesurez la vitesse de descente d'un atome froid dans un gravimètre et vous mesurez en fait la rapidité de descente, et avec ça vous êtes capable de mesurer en fait quelle est la gravimétrie au point précis où vous êtes. Et donc vous mesurez ça à 10-9, donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement précis, 10-9 G. C'est extrêmement précis, et du coup vous avez une mesure instantanée du niveau de gravimétrie locale. Quand vous superposez ça à la carte de gravimétrie que vous pouvez avoir, si vous l'avez faite, ce qui est le cas pour une partie de ce qui nous intéresse, et vous êtes capable de vous positionner. Donc en fait, c'est comme un GPS qui vous donne l'altitude sur une carte où vous avez l'ensemble des courbes de niveau d'altitude. Comme vous savez à peu près où vous êtes, en mesurant très précisément votre altitude, vous savez grosso modo que vous êtes au bon endroit. L'avantage de la gravimétrie, c'est que la gravimétrie est unique partout. Là où vous êtes, vous avez une mesure unique. Et elle ne change pas. Et donc à partir du moment où vous avez un gravimètre, vous êtes capable de vous passer vous avez le gravimètre, la capacité à l'utiliser, ce qui est complètement évident, et ensuite une carte gravimétrique de la zone dans laquelle vous êtes. En fait, vous êtes capable de vous localiser sans GPS. Or, aujourd'hui, le jour où il y aura vraiment une guerre, le lendemain matin, vous n'avez plus de satellites, plus de GPS, plus de tous les systèmes satellites qui nous aident au quotidien. Ça tombera assez rapidement. Donc soit vous êtes capable de vous localiser autrement, soit vous n'êtes pas capable. Donc on a d'autres systèmes qui sont la visée stellaire automatique. Donc vous sortez un mât et automatiquement il va regarder les étoiles et il vous positionne à des distances, enfin en tout cas avec une incertitude qui est très faible et qui permet de naviguer. Alors c'est pas l'incertitude de 1 mètre à terre, mais grosso modo c'est quand même des incertitudes qui permettent de naviguer sans aucun problème. Donc ça c'est la visée stellaire automatique. Ça évite d'avoir un sextant. Alors on apprenait encore quand je suis rentré dans la marine, on faisait encore le point au sextant. J'ai traversé l'Atlantique au sextant. Mais c'est des moments assez intéressants. On est encore capable de le faire, on fait encore un peu de formation là-dessus. Parce que en fait, faire ce qu'on appelle un point d'aube, un point la méridienne le midi sur le soleil, en fait, vous permet de traverser l'Atlantique avec une incertitude de 5 nautiques à l'arrivée. Bon, 5 nautiques, 10 km pour atterrir sur la Guadeloupe, c'est facile, hein. C'est pas un problème. Non, mais c'est pas un sujet. Et vous faites 10 jours de traversée sans GPS. Ça marche, hein. Mais c'est hyper facile à brouiller. Donc vous avez aujourd'hui, toutes les zones de crise sont brouillées GPS. Les Russes sont des grands spécialistes du brouillage GPS. Donc grosso modo, en Ukraine, vous avez des brouilleurs, une grosse puissance de brouillage GPS qui font que soit vous avez des drones qui sont en pilotage automatique et qui ne recherchent plus la position, soit ils ne savent plus où aller. Et ils peuvent tomber. Voilà. Et donc ça, c'est la guerre spatiale. Vous avez parlé du spatial. C'est aussi la guerre de ce qu'on appelle le PNT, le position navigation temps. Parce que l'espace nous apporte aussi la référence temporelle. Et ça, c'est un petit sujet. Donc sur les bateaux, on a la référence temporelle qui vient de l'espace, mais on a aussi ce qu'on appelle des montres garde-temps, qui permettent d'avoir une dérive de moins d'1 seconde tous les je ne sais pas combien d'années, et qui est gardée à bord, qui est notre référence temps. Voilà, et qui nous permet de recaler
nos centrales à inertie, c'est encore un autre système qui permet d'éviter, si jamais vous perdez le système GPS, vous avez des centrales à inertie à bord de nos bateaux, vous en avez évidemment sur les sous-marins, et qui permettent de continuer à avoir la position sur l'ensemble de nos bateaux. Et ces centrales à inertie sont assez performantes. Et alors pour les recaler, on les recale de temps en temps sur GPS, mais comme vous le savez tous, les scienteux, là, si vous recalez trop les filtres de Kalman, ça se passe mal. Donc il faut les laisser dériver tranquillement pour bien les éduquer, et après vous les utilisez, et là ils marchent bien. Voilà. Merci beaucoup, Amiral. On peut vous applaudir de nouveau. Et puis 2 annonces avant de vous laisser partir. La première, c'est sur les prochaines conférences. On va recevoir 2 professeurs émérites. Daniel Gaxi le 19 novembre sur des questions politiques. Françoise Dreyfus un peu plus tard le 3 décembre sur des questions de corruption. Et puis 3 autres conférences. Le directeur de l'INSEE le 26 novembre. Et puis le 9 et le 16 décembre, 2 directeurs de services de renseignement, la DNRED et Tracfin. Et puis vous pouvez retrouver dès à présent sur notre chaîne partenaire Sciences et Culture des conférences que vous avez déjà vues, notamment celle avec François Hollande, et puis des interviews, des entretiens, notamment avec une reporter de guerre. Et puis dernière annonce un peu plus légère cette fois-ci, vous avez parlé de boire des bières tout à l'heure, on vous retrouve dans le bar Le Violon Dingue, juste à côté du Panthéon, dans quelques minutes. A tout de suite. Merci, Alors, Amiral. Juste un dernier point, 2025 sera l'année de la mer, ça ne concerne pas que la marine, ça concerne l'ensemble des métiers de la mer, et donc il y aura un certain nombre d'initiatives qui vont permettre de rassembler l'ensemble de ceux qui œuvrent en mer pendant une année 2025, et 2026 sera les 400 ans de la marine, parce que la marine a été créée en 1626 par l'édit de Saint-Germain pour les historiens. Merci beaucoup, Amiral. On peut vous applaudir une dernière fois. Merci beaucoup, Amiral. Oui. Ça vous a plu? Ah, c'était super. C'était super, parfait. Parfait. Merci à vous d'avoir regardé cette conférence et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, on vous invite à liker, partager et vous abonner à nos différents contenus et aussi suivre Sciences et Culture sur les différentes plateformes. À très bientôt!